Ok les gars, bienvenue dans ce react de Feldup. Je voulais pas la regarder parce que forcément, je voulais faire un petit react sur la chaîne secondaire. Déjà, la chaîne principale c'est Loulou le Bled, pardon. Donc vous avez plein de let's play, plein de gameplay, des best-of, des bêtes de vidéos bien montées, etc. Bref, du coup la vidéo dure 4 heures. On l'a pas encore regardé, on va manger devant comme d'habitude. On va pas faire des cuts, des coupures comme le clair, hein, bien évidemment. Donc 4 heures, je pense peut-être que je vais faire une partie de 2 heures, peut-être deux parties de 2 heures, peut-être 4 parties d'1 heure, bref. Voilà, maintenant c'est dit, c'est fait. C'est fait les mecs. Voilà, je vous ai attendu. Voilà, sa chaîne secondaire, j'aime bien faire des petits réacts. Il y a 5 mois. C'est bon, ça enregistre, casque, micro, casque. Bonjour. J'ai envie de faire une vidéo sur FNAF. Ça devrait pas prendre trop de temps. J'ai hâte. D'ailleurs, je m'étais arrêté, j'ai fait FNAF 1, FNAF 2, j'ai pas fait le 3. Enfin, j'avais commencé le 3, je l'ai pas terminé, faut que vraiment que je continue. Et je sais que le lore de FNAF est fou. Genre. Il y en a, ils vont pas aimer. Les premiers et tout, il y en a, ils vont pas aimer. Mais je sais qu'il y a un bête de lore. Est-ce que vous avez déjà joué à Five Nights at Freddy's? Oui, ça fait flipper, mec. Et je dis bien jouer, hein, pas juste regarder un gameplay sur YouTube. Parce que je suis persuadé que pour la plupart d'entre vous, la réponse c'est non. Mais il va Ou me alors, spoil. oui, mais juste une fois. Five Nights at Freddy's, FNAF, comme on va l'appeler ici, c'est l'un des plus... Je suis en train de penser, c'est pas le 3, je vois quoi il ressemble. Enfin, le 3, je l'avais déjà commencé, mais le 4, c'est dans l'espèce de chambre là. Les security breach, il va me spoil. Grand phénomène de ma génération. Je parle pas d'un phénomène dans l'horreur, mais un phénomène tout court. Je pense pas que vous réalisez à quel point le succès de cette franchise est lunaire. Vous en avez forcément déjà entendu parler si vous avez moins de 30 ans. Et pourtant en France, on est un peu passé... Désolé, mais je vais lancer, je vous promets. J'aimerais bien faire justement les Outlast, Ultimate Dawn, continuer les FNAF pour faire des vidéos, etc. Mais c'est à côté par rapport aux pays anglophones. Et si vous faites partie de ceux qui n'en ont jamais entendu parler, oh, préparez-vous, vous êtes parti pour un voyage bien bizarre. Hein. Le projet de parler de Five Nights at Freddy's en long et en large sur cette chaîne, il date pas d'hier. Il s'agit d'une vidéo que je veux faire, croyez-le ou non, depuis août 2015. Oui, ça fait plus de 10 ans que j'ai envie de parler de ce sujet en long et en large. Récemment, comme à peu près chaque année, je me suis pris de nostalgie pour les jeux FNAF. C'est, comme beaucoup de gens de ma génération et de ma démographie, un point non négligeable de mon adolescence. Et j'ai eu bêtement l'envie de faire une petite vidéo pour en parler. Je vous promets que c'était censé être une petite vidéo à la base. Mais, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai commencé à écrire. Et écrire, et écrire, et encore écrire, au point que ça en est devenu un peu une obsession. J'ai remarqué des patterns dans les jeux, des schémas qui se répétaient. Je me suis posé beaucoup de questions sur son créateur et j'ai réalisé au bout d'un moment qu'une toile beaucoup plus compliquée se tissait à travers l'histoire de ces jeux. Je parle pas de l'histoire que ces jeux racontent, de leur lore qui a souvent été sujet à débat et à de nombreuses théories. Non, je parle d'une autre histoire, l'histoire d'un des plus grands phénomènes de l'histoire d'Internet qu'un développeur invraisemblable a essayé de maintenir en vie en essayant de comprendre, en même temps que tout le monde, comment ces jeux fonctionnaient. C'est une histoire très compliquée, mais que je trouve très intéressante et j'espère qu'elle vous fascinera autant que moi elle m'a fasciné au cours de ma vie. Voici comment FNAF a changé le monde de l'horreur. Faut vraiment que je me donne un mois, genre, que ce soit pour le meilleur, full FNAF, tu vois. Et j'essaie en un mois de les continuer, quoi. Continuer les montées, les uploads et tout. J'en entends déjà certains souffler à travers leur écran. Une vidéo sur FNAF ? En Big 2025 ? Eh ben oui, je vais le défendre bec et ongle pendant ma vidéo. Parler de FNAF, analyser son impact et ses décisions, ça peut être absolument captivant. Et ce, qu'on aime ou on n'aime pas. Et vous avez probablement des a priori sur ce que je pense de cette saga en entier. Vous devez probablement penser que je déteste, ou alors que je trouve ça formidable. Et vous avez tous raison. Croyez-le ou non, j'ai été un FNAF Kid, et ce pendant une petite période. Et même si ça n'a pas duré très longtemps, j'ai quand même observé la licence continuer pendant quelques temps après ça. Et c'est une licence que j'ai appris à adorer, détester, puis re-adorer au cours du temps. Dans cette vidéo, je vais chronologiquement vous raconter la naissance et la mort du phénomène FNAF. On va aborder chacun des jeux que je trouve intéressants, analyser comment ils fonctionnent, ce qui marche et ne marche pas chez eux. On va essayer de comprendre quelle histoire nous est racontée, mais surtout, on va se poser une question fondamentale. Qu'est-ce qui a poussé le créateur de ces jeux à faire chacune des décisions qui se sont retrouvées à l'intérieur de ces jeux. Et vous allez voir qu'il y a des décisions qui sont sacrément bizarres. Pourquoi a-t-il fait ce qu'il a fait, quand il l'a fait, et en réaction à quoi? Et que vous aimiez ou pas les jeux FNAF, cette histoire-là, celle qui englobe tout le développement de ces jeux et leur création, elle est intéressante. Et enfin, je préviens d'avance avant de commencer,
La vidéo, elle va être bad longue. C'est un peu un travail que je fais par passion et par envie. Et je préviens d'avance, disclaimer, je vais être un poil aigri dans la vidéo. Si j'aime pas un truc, je vais pas hésiter à le dire. Et si c'est un truc que vous adorez, ce n'est pas contre vous. Vous pouvez aimer ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Également, je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, je révèle certaines infos qu'à un certain moment. Donc si vous avez une vision incomplète et que vous vous dites pourquoi il n'a pas parlé de ça, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas encore dit. Et ensuite... Bon les gars, c'est FNAF, c'est un mastodonte, je vais pas pouvoir parler de tout, etc. Et je sais que ça va pas captiver tout le monde, c'est un sujet qui a été beaucoup vu. Ouais. Mais pour moi, c'était impossible de ne pas le traiter sur ma chaîne. C'est un des trucs les plus importants qui soit passé dans l'horreur d'Internet sur les 20 dernières années. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ce format un peu différent, pas trop horreur mais plus explicatif, vous plaira. J'ai hâte de voir vos avis dans les commentaires. Sur ce, commençons. Chapitre 1. Météorique de FNAF. C'est le 14, non, je crois. D'habitude, quand on raconte ce genre d'histoire, on a tendance à revenir au tout début. Il y a peut-être ici, ça impliquerait de raconter la vie du développeur du jeu et les décisions qui l'ont amené à créer le premier opus de la saga qui allait changer sa vie. Mais ici, j'ai décidé de ne pas vous raconter ça tout de suite, car j'aimerais vous remettre dans cette première partie de la vidéo au cœur du phénomène à l'époque, vous amener à travers la folie que c'était d'être en ligne durant cette période, et vous confronter à toutes les décisions étranges qui ont été faites. Des décisions qui ne vous apparaîtront comme vraiment compréhensibles que bien plus tard dans la vidéo. À l'époque, on savait rien de tout ça. Donc revenons à la date fatidique du 8 août 2014. Ce jour-là, un développeur indépendant inconnu au bataillon sort le jeu Five Nights at Freddy's sur la plateforme Windows d'Azure. Quelques temps après, le jeu sort sur Steam. Cette première partie de la vidéo, elle va peut-être paraître bateau pour certaines personnes. C'est des jeux qui sont assez connus. Mais en parler en détail, ça va permettre de mettre en place plusieurs éléments qu'on va utiliser régulièrement durant la vidéo. Maintenant, parlons juste du monument qu'est Five Nights at Freddy's 1. Five Nights at Freddy's te met dans la peau d'un jeune homme acceptant un petit boulot mal payé de gardien de nuit dans un des restaurants de la franchise Freddy Fazbear Pizza. Une série de restaurants bas de gamme ciblant les enfants avec comme icône principale l'ours Freddy Fazbear, incarné dans le restaurant par une mascotte animatronique, c'est-à-dire un costume mis sur un automate électronique qu'on appelle également un endosquelette. Le but du jeu est simple et est même donné dans le titre du jeu, il faut garder le restaurant pendant 5 nuits. C'est tout ce qui était dit par la description du jeu. Donc lançons celui-ci comme si on était un internaute le découvrant à l'époque, à la fois pour se remettre dans l'esprit de quelqu'un le découvrant, mais aussi pour faire découvrir l'expérience du jeu à ceux qui ne le connaissent pas. Voici une première partie typique de FNAF 1. Et vraiment ça fait flipper, et il y a beaucoup de screamers et l'ambiance est waouh. Tant que tu comprennes et tout, ça fait c'est une dinguerie. Quand on lance notre première partie, on est d'abord accueilli par cette image lors de l'écran de chargement. Une simple petite annonce dans un journal pour quiconque voudrait un job de gardien de nuit à Freddy's. On y apprend la durée de notre service, de minuit jusqu'à 6h du matin. On nous précise bizarrement et un peu humoristiquement que la compagnie se dit non responsable de blessures ou de démembrement. D'accord, c'est direct. Bon alors, commençons. On est accueilli directement dans un bureau miteux. Il y a un ventilateur qui tourne au milieu des boules de papier et des installations électriques. Sur le mur, on peut voir un poster de Freddy, accompagné de 2 autres mascottes, un lapin bleu et une poule jaune. Et à droite, derrière, ce bizarre cupcake avec des yeux. On voit des dessins d'enfants affichés fièrement au milieu des fils et des toiles d'araignée. Puis on entend assez vite un bruit. Une sonnerie de téléphone, suivie d'un message audio préenregistré, venant de ce qui semble être notre manager. For you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. Il ne possède pas de nom, mais a été appelé Phone Guy, ou homme téléphone par la communauté. Et ce qu'on va faire pendant l'intégralité de la vidéo, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un surnom, même s'il est anglophone, on va toujours utiliser celui qui est le plus utilisé. Phone Guy continue de nous parler et semble insistant à nous répéter en boucle qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, que tout va bien, alors que bizarrement, il nous donne de nombreuses infos qui vont dans l'autre sens. D'abord, il nous lit un texte juridique décrivant un protocole précis dans le cas où un décès ou un dommage devait arriver. Ensuite, il nous dit que les animatroniques ont des comportements étranges pendant la nuit. Et en parlant de ces animatroniques, si on déplace la souris vers le bas, on a accès à une des mécaniques centrales du jeu, les caméras de surveillance, qui nous montrent les 3 mascottes sur leur scène dédiée, qui d'habitude font des chansons et voilà, ils jouent de la musique, mais qui là sont immobiles au milieu de la nuit. À propos d'eux, Phone Guy nous donne une information capitale. Les animatroniques, la nuit, ne sont pas immobiles. Et en effet, un d'entre eux vient de bouger. Il a quitté la scène pour aller dans la salle principale.
La nuit, les animatroniques sont plutôt dans un mode de déplacement libre pour éviter que leur fonction diminue à cause de l'inactivité. On apprend que cette fonction auparavant était active pendant la journée, mais que celle-ci a été désactivée depuis un accident majeur pour l'entreprise. Où un animatronique aurait mordu un enfant, lui enlevant une partie du cerveau, son lobe frontal. Il nous prévient enfin que si les animatroniques nous croisent pendant la nuit, ils nous prendront pour un endosquelette sans costume. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Or, les têtes de costume contiennent des fils électriques et d'autres trucs mortels. Bref, à ce moment-là, on le comprend, ce travail était en fait un traquenard. Quand on enlève la caméra, on voit qu'à côté de nous, il y a 2 portes, menant à 2 couloirs différents. On peut soit utiliser une lumière endommagée pour voir ce qui est juste devant la porte, ou la fermer. Dans tous les cas, que ce soit utiliser la lumière, la caméra ou fermer une porte, tout ça, ça dépense de l'énergie qu'on a en quantité limitée. Il faut donc se défendre au minimum pendant une durée importante alors qu'on est constamment menacé. Si on remonte la caméra, on voit que les animatroniques ont encore bougé. En cherchant où ils se situent, on se rend compte un peu de l'architecture du restaurant. Une sorte d'horrible bâtiment décrépit avec une salle à manger rudimentaire, une étrange petite scène cachée d'un rideau appelée la baie des pirates et un panneau disant que ce qui est à l'intérieur est en panne. Une arrière-salle remplie de masques inutilisés et d'animatroniques désactivés, des toilettes avec des peintures de pizza sur les murs et différents angles des 2 fameux couloirs absolument dégueulasse rempli de fils dénudés qui pendent au plafond. Il y a également une cuisine, mais la caméra de celle-ci est inactive, ne laissant que l'audio transparaître. Au fur et à mesure que la nuit progresse, on voit les animatroniques se déplacer. On entend des bruits parasites étranges. Très vite, le stress monte dès qu'un d'entre eux arrive dans le couloir et se rapproche. Parfois, ceux-ci semblent regarder la caméra, comme s'ils étaient conscients qu'on les observait. À certains moments, on peut voir des artefacts sur l'image, des sortes d'hallucinations qui arriveraient à notre personnage, stressé par la situation. Puis arrive le moment fatidique. Puis à un moment, l'animatronique disparaît. On continue de se défendre pendant une nuit entière. Le stress monte. Puis, on atteint 6h du matin. À ce moment-là, il y a une sorte de soulagement qui arrive. Ouais. Mais également une certaine crainte. Parce que c'était que la première nuit. Ouais. Le plus dur, je trouve, c'est la... Au lancement de la deuxième nuit, la tension est d'autant plus accrue. On écoute à peine Phone Guy qui pourtant nous a envoyé un autre message cette nuit-là, nous expliquant que Freddy semble ne pas bouger souvent de la scène. En effet, il n'a pas bougé pendant la première nuit. Et que la chose en panne derrière le rideau de la baie des pirates bouge parfois quand on oublie de regarder la caméra. La pression monte à nouveau. De temps en temps, on allume la lumière dans le couloir. Les dernières nuits, c'est lui qui casse les couilles. On essaye de limiter tout, l'usage de la caméra, les portes, la lumière, sauf quand on n'a pas le choix. Sur les caméras, les animatroniques font vraiment bader. On cherche constamment à fliquer leurs mouvements qui arrivent systématiquement quand on ne les regarde pas. Parfois, on revient sur la baie des pirates qui s'ouvre de plus en plus, révélant un animatronique à la mâchoire acérée. Et pendant un moment de confusion, où par stress on ferme un peu trop les portes autour de nous, d'un coup, l'énergie électrique du bâtiment arrive à 0. Et là, t'as plus qu'à attendre de te faire baiser. Tout devient excessivement calme. Puis on entend un bruit qui perce le silence. Et au milieu de cette boîte à musique jouée par Freddy, tout s'arrête. On entend des bruits de pas très silencieux. Et... Est-ce que je vais avoir peur? Je m'y attendais, mais... C'est vrai que c'est terrible. Hein. C'est terrible. Je vais pas vous refaire tout le jeu Five Nights at Freddy's. C'est pas la peine. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord, on comprend assez vite les mécaniques. Et essayer de faire peur avec, c'est pas utile. C'est beaucoup plus efficace quand vous avez les commandes. Ensuite, le gameplay s'affine avec le temps, mais devient surtout plus difficile. Donc c'est pas forcément intéressant de vous narrer une partie entière. Et surtout... que tu vois le jeu comme ça, tu te dis c'est de la merde. Mais le jeu coûte pas si cher. Je crois qu'il coûte 6 balles. Un truc comme ça. Mais qui fait peur. Vraiment, quand t'es toi dedans et que tu dois tout gérer, comprendre comment marchent les caméras, comment ils se déplacent, pourquoi, ça fait peur. Vraiment, t'es dans un délire, tu vois. Ce jeu... C'est un sacré délire. Est parfait.
sens que vous l'avez pas vu venir celle-là. Je vais pas m'épancher sur le sujet, j'ai beaucoup de choses à dire autour de ce jeu, mais d'un point de vue fonctionnel, je mourrai sur cette colline. Five Nights at Freddy's, premier du nom, est un excellent jeu et une leçon d'atmosphère. Ce jeu excelle à plusieurs niveaux et quasiment tous. D'abord d'un point de vue sonore. Le jeu réussit à être encore aujourd'hui une des expériences les plus immersives de la dernière décennie. Le jeu est rempli de nombreux éléments d'ambiance marquants. Le grésillement de la lampe, le lourd drone sourd en fond qui te plonge dans la nuit, tous les bruits parasites arrivant ici et là, tous les bruits de glitch de caméra. Tu peux comprendre instantanément à quel point tu es dans la merde dans le jeu juste en écoutant à quel point l'ambiance autour de toi devient chaotique. Et dans les nuits plus difficiles du jeu, quand Freddy commence à se déplacer, l'ambiance sonore se retrouve agrémentée de rires distordus. Qui te donne l'impression d'être profondément dans la merde tout le long de la nuit. Tu rajoutes à ça ce fameux son, qui est devenu un mème, qui devient plus fort en fonction de la quantité de danger dans laquelle tu te situes. Ouais, l'ambiance devient très remplie, très pesante, alors qu'à la base, elle est extrêmement simple et plutôt silencieuse. D'un point de vue des mécaniques de jeu également, FNAF 1 est parfaitement dosé. Il y a en tout 4 animatroniques dans ce jeu. Les deux premiers, Bonnie et Chica, actifs dès la première nuit, attaquent respectivement à gauche et à droite et peuvent être vus avec les lumières. Ils sont une menace constante. Freddy, lui, actif à partir de seulement la troisième nuit, se déplace assez rarement et chacun de ses déplacements est marqué par un rire. Le regarder à travers les caméras, ce qui est déjà difficile étant donné qu'il se cache dans les caméras, il est beaucoup plus difficile à voir, le fait se déplacer moins vite. Et lorsqu'il se retrouve près de votre bureau, il faut fermer la porte dès que vous regardez la caméra, car celui-ci se faufile dans le bureau dès que vous avez un moment d'inattention et n'est pas visible avec la lumière. Mais alors vous allez me dire, vous qui avez envie de casser le jeu, il suffit de ne jamais regarder les caméras et en vrai, on n'a jamais de danger. C'est là qu'arrive le quatrième animatronique, Foxy, qui est caché dans la baie des pirates, dont l'arrivée n'est prévisible qu'en regardant l'état dans lequel il est sur sa caméra. Et si vous ne le vérifiez pas régulièrement, celui-ci courra dans le couloir pour vous attraper. Et il faut rajouter à ces mécaniques déjà assez stressantes, le stress de l'énergie qui baisse constamment, ce qui fait qu'on est encouragé à s'exposer le maximum au danger, de peur de ne plus avoir d'électricité et d'avoir game over. Ces quelques mécaniques fonctionnent extrêmement bien en tandem, et elles paraissent par contre un peu simples au premier abord, parce qu'elles le sont. Mais tout autour du joueur est fait pour le rendre légèrement confus. Rien n'est dit au joueur à part quelques cryptiques indices du fun guide. Parfois des détails subliminaux peuvent changer, comme ces moments où Freddy semble regarder directement le joueur, ou alors ces images subliminales. Le jeu bombarde le joueur d'infos et lui demande constamment de trier. Ce qui fait peur dans le jeu, c'est principalement ça. Le fait de ne pas savoir, le fait d'être dans le flou, le fait qu'on ne voit jamais vraiment les animatroniques se déplacer, sauf pour Foxy qui t'annonce ta mort certaine et des sortes d'hallucinations. C'est pour ça que Freddy est particulièrement angoissant. Vous imaginez pas le stress quand Bonnie est collé à ta porte et qu'il veut pas partir et que sur la caméra de l'autre couloir, tu vois Freddy t'observer droit dans les yeux. C'est vraiment très très stressant. Pour l'époque, c'était terrorisant. Vraiment, le jeu foutait dans le mal comme on avait très rarement pu voir dans l'histoire du jeu vidéo. Dès la sortie du jeu, le jour même, des gens le testaient déjà sur YouTube, notamment la youtubeuse Stéphanie Sterling, dont on va reparler un peu plus tard. Et au cours des jours qui ont suivi, des gens ont conseillé ce jeu à un youtubeur qui explosait à l'époque, un certain Markiplier. Je crois qu'il est développeur, si tu regardes son compte Insta, il est développeur. D'ailleurs, j'ai mis un commentaire sur sa dernière vidéo. Beaucoup de gens se questionnent de quoi pourquoi il est parti. Mais je crois qu'il est développeur dans un truc au Japon ou en Chine ou je sais plus quoi, pour des jeux vidéo quoi. Je sais plus quel bot. And welcome to Five Nights at Freddy's, an indie horror game that you guys suggested en masse, and I saw that Yami Mash played it and he said it was really, really good. So I'm very eager to see what is up. 125 millions de vues. Quoi? Comment ça, mon ref? Évidemment, ça a lancé un petit phénomène, quoi. Putain. Moi, je l'ai fait en 2023, je crois. Vraisemblablement, lorsqu'on lance YouTube, c'est Rose, la base. Et on voit que ça. Jeu d'horreur, c'est lui. Comment c'était Tiga? I've gotten requests for this game more than anything I've ever gotten ever. I've got like 500 requests in the last 2 days to play this game. C'est incroyable à quel point la sauce est montée vite. Des dizaines d'articles à la sortie du jeu sur Steam. Un véritable phénomène sur YouTube. Genre tous les gros youtubeurs se sont mis à faire leurs vidéos sur le jeu, que ce soit pour les youtubeurs horreur de l'époque ou juste les plus gros youtubeurs de la plateforme. PewDiePie, Jacksepticeye, Squeezie, évidemment Markiplier comme on a pu le dire précédemment. Un truc à propos de ce jeu a capté tout le monde. En tout cas, tout le monde sur YouTube.
Pourquoi ? Ça, c'est une question qui a plusieurs réponses. D'abord, on était encore un peu dans la renaissance du jeu vidéo d'horreur indépendant, qui avait explosé grâce à YouTube autour de 2011 avec des jeux légendaires et visionnaires comme Amnesia, SCP et Slender The Eight Pages. Parmi ces 3 jeux, 2 d'entre eux sont des jeux assez rudimentaires, basés sur des mécaniques de survie face à une menace dure à percevoir dans le noir qui, quand elle vous tue, vous punit avec un jumpscare. Mais ces 3 jeux, ils ont un autre point commun aussi. Ils ont tous un antagoniste mémorable et au design simple. Quand on regarde les fanarts de l'époque sur les ennemis de ces jeux, on se rend compte que les gens n'essayent pas vraiment de les rendre flippants, mais plutôt l'inverse. Ils essayent souvent de rendre du mieux qu'ils peuvent un design pas vraiment attrayant, le plus stylé ou mignon possible. Gardons ça en tête, et maintenant parlons d'un film d'horreur qui est sorti exactement la même année que le premier Five Nights at Freddy's et qui est également un des films d'horreur que j'aime le moins. Annabelle. Parmi les nombreux problèmes du film, il y a le design de la poupée Annabelle. C'est, je trouve, ni mémorable, ni vraiment flippant. C'est un vrai design de tryhard. Maintenant, regardez cette poupée. Cette poupée, c'est la vraie poupée qui a inspiré Annabelle. C'est un design simple, presque un peu mignon, mais qui, avec la rumeur qu'elle serait hantée, devient angoissante. Et c'est encore plus efficace quand elle est plongée dans le noir. FNAF a eu l'idée de jouer sur tous les tableaux possibles. Les personnages sont mignons et mémorables quand ils sont bien éclairés, mais leurs étrangetés et horreurs sont magnifiées par l'obscurité et la mise en scène. En changeant seulement quelques détails, tu fais passer un design attrayant en un véritable cauchemar. Ça fait de ce jeu un jeu qui fait vraiment peur, tout en restant un véritable aimant à fandom, qui vont très vite se mettre à dessiner ces personnages de toutes les manières possibles. À l'époque, FNAF, c'est le tout premier représentant de ce style, et pour l'époque, ça allait vraiment à l'opposé de ce qui se faisait dans le mainstream. Et chaque animatronique est, à sa manière, vraiment très réussi. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont désensibilisés à force de les voir en boucle. Mais ce premier jeu a vraiment des designs terrifiants. Le moins efficace pour moi, c'est Foxy, que je trouve pas spécialement flippant. Mais Chica, qui t'observe depuis la vitre avec toujours la même expression de visage, avec sa mâchoire un peu disloquée. Ou alors quand elle est dans ce scream cauchemardesque. Freddy, qui paye pas de mine à la base, mais qui fait bien angoisser le joueur lorsqu'il te regarde directement de face, ou quand il faut le chercher dans les caméras dans les nuits les plus difficiles, ce qui n'est pas facile car il est souvent bien caché. Et bien sûr, il y a ils me font pas peur, tu vois. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce design en particulier. Je ne sais pas pourquoi tout le monde semble être d'accord avec ça, mais c'est le design le plus flippant de la série. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans son apparence qui dérange profondément dès lors qu'on le met dans l'obscurité. Au point que même le créateur du jeu en a fait des cauchemars. Salut. Témoin. Vraiment, je pense que 80% de la réussite uniquement en termes de popularité du premier jeu tient dans son chara-design, qui a su attirer des tonnes de gens dans des miniatures YouTube. Et les 20% restants de la réussite, je pense, c'est la nostalgie. Et nous, c'est ce qui nous manquait en France. Parce qu'en effet, pour les Américains, et les Américains seulement, le concept de Five Nights at Freddy's est loin d'être étranger. C'est en réalité une parodie évidente de la chaîne de restauration Chuck E. Cheese. Une chaîne de pizzeria ciblant les enfants, venant accompagnés de leurs parents et pouvant manger des litres de pizza bas de gamme en jouant sur des bornes d'arcade et des trucs qui sont concrètement des jeux d'argent déguisés pour gosses. Chuck E. Cheese a eu un âge d'or dans les années 70 et au début des années 80, avant de perdre profondément en popularité. Au cours du temps, c'est devenu dans le cœur de plusieurs adultes un souvenir un peu embarrassant, voire un peu flippant. C'est creepy de ouf. Mais qui c'est creepy de ouf. Mais tu m'étonnes, l'inspiration de Five Nights at Freddy's, elle est où? Si on ajoute à ça l'obsession étrange qu'Internet a avec le fait de corrompre tous les repères de l'enfance, ce jeu arrivait à un moment parfait. Il utilise un souvenir flippant dans l'esprit de pas mal d'Américains, il te met dans un contexte enfantin perverti et il te surprend avec certains des plus efficaces jumpscares de l'époque. Le concept a attiré les gens. Mais ce qui les a fait rester, c'était de voir leur youtubeur préféré sauter de peur. Mais c'est pas non plus ça qui les a fait devenir fans. Parce que le phénomène ne s'explique pas que comme ça. Et c'est maintenant que la vidéo va commencer à devenir un peu plus compliquée. Comment ça, creuser? Parce qu'en seulement quelques jours, les gens avaient déjà fait le tour de ce premier jeu. Les 5 nuits ont été battues, la 6e nuit, challenge difficile débloqué après avoir fini le jeu, a été battue très vite également. Et après la 6e nuit, vous débloquez même un challenge encore plus difficile, la Custom Night, une nuit personnalisée où on peut sélectionner la difficulté de chaque animatronique entre 0 et 20. Et bien le challenge 4x20, avec tous les animatroniques à 20, jugé impossible par Scott Cawthon, le créateur du jeu, a été battu pour la première fois, 12 jours seulement après la sortie du jeu. Yes! Yes! Donc oui, le jeu est court et a été assez vite terminé par le grand public. Ce qui a commencé à faire travailler leur imagination. En vrai, si d'abord, bon, tu pour certains joueurs seulement. Le jeu n'avait pas que 4 animatroniques. Il y en avait en réalité un 5e pour eux. Si vous vous mettez sur cette caméra, vous aurez une chance sur 32 768 que le poster ici affiche une tête de Freddy jaune. Je l'ai eu. Voire même une chance sur 68 que le
poster sur cette caméra, Mec, vous je te aurez jure une que j'ai chance un- sur 32 768 que Je suis désolé. Hein. Ouais. le J'ai vraiment eu de poster la chance de ici l'avoir. Hein. Je l'ai affiche vraiment une eu. tête Hein. de Freddy jaune, Là, le- voire même doré. la vidéo, Voici quoi. ce qui se passe lorsque vous voyez ce poster. Elle se met en gros devant toi. Il va, Vous il va vous fermer ton retrouvez jeu. en face d'un Freddy C'est doré, vrai. assis en face de Il vous, ferme ton jeu. vous observant avec 2 yeux complètement noirs à l'exception d'une pupille blanche dans l'obscurité. J'ai vraiment Si eu de la vous chance attendez sur trop ça. longtemps, le jeu crache. Et ça te ferme ton jeu. Cette rencontre d'une immense rareté a terrifié des tonnes de joueurs. Et j'ai d'ailleurs eu la chance de tomber dessus du premier coup en live sur ma chaîne Twitch, c'était assez drôle. Ah c'est tellement rare. Golden Freddy, c'est chance. la Je l'ai creepypasta aussi, hein. qui se propage facilement. Ça sonne comme quelque chose de faux et ça a fait se poser une première question aux internautes. D'abord, est-ce qu'il y a d'autres détails cachés dans le jeu? Genre des détails rares et subliminaux. Le nez sur le Eh ben, poster. Bien sûr. oui. Beaucoup même. Par exemple, cette caméra avec un poster donnant des règles de sécurité, Control. eh bien, il peut changer brièvement et montrer plutôt des articles de journaux. Ouh. Pareil pour ces affiches dans le couloir, celles-ci peuvent extrêmement rarement se changer en ces dessins d'enfants pleurant. Parfois, le jeu te montre des hallucinations avec les mots « It's me » apparaissant en images subliminales, mots qui peuvent apparaître également sur le panneau devant la cachette de Foxy ou alors sur les murs du restaurant. Bref, le jeu regorge de détails cachés qui vont inspirer également la création de rumeurs sur le jeu, mais aussi amener les gens à se poser une question. Est-ce que le jeu essaye de nous raconter une histoire? Et là, pause. Alors, la question de l'histoire racontée par FNAF est importante à poser. Tout simplement car encore aujourd'hui, personne ne sait vraiment exactement quelle histoire est racontée au cours de cette saga. Moi, je suis pas là pour vraiment vous parler de ça. On va aborder ce sujet, mais on va surtout l'aborder d'un point de vue de son évolution. Comment est-ce qu'on pouvait deviner ce scénario au fur et à mesure qu'il apparaissait? Et ça va être très important pour comprendre la perception qu'ont les gens de cette licence aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le jeu nous raconte? D'abord, première question qu'on se pose, qui est le joueur? On est un certain Mike Schmidt, comme on peut voir dans notre chèque à la fin de la 5e nuit. Et l'action se passerait le 13 novembre d'une année non nommée. Celui-ci a trouvé ce petit boulot dans une petite annonce de journal et semble rester les 5 nuits malgré le danger mortel. À la fin de la Custom Night, Mike Schmidt se fait licencier pour manque de professionnalisme, altération des animatroniques et parce qu'on pue. Littéralement. Ensuite, il y a les appels de Phone Guy. Ceux-ci nous permettent de comprendre que l'action se passe dans un restaurant franchisé et que la licence Freddy Fazbear existerait déjà depuis 1 ou 2 dizaines d'années, et qu'on se situerait dans le temps au moins quelques années après 1987, car c'est une date mentionnée comme étant plutôt lointaine. Les messages qu'on reçoit de Phone Guy auraient été enregistrés la semaine précédant notre poste, il essaye constamment de nous rassurer et semble parfois dire des choses assez fausses. Hey, you're doing great. Most people don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. I'm not implying that they died. That's not what I meant. L'appel qu'il réalise la 4e nuit est assez intéressant. Dans celui-ci, il a l'air dans un état de panique. Oh, hey, wow, day 4. I think you could do it. Hey, listen, I may not be around to send you a message tomorrow. On entend distinctement qu'il se fait attaquer par les 4 animatroniques en même temps, et dans ces derniers moments, il nous demande de vérifier ce qu'il y aurait dans les costumes dans l'arrière-salle. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I always wondered what was in all those empty heads back there. L'appel se termine par ce qui ressemble à la mort de Phone Guy. Et le son du jumpscare de Golden Freddy. La 5e nuit, du coup, au lieu d'un appel de Phone Guy, on a une sorte d'audio déformé et étrange. Un truc intéressant qu'on voit beaucoup dans le jeu, c'est que les animatroniques autour de nous, et dans le 4e message de Phone Guy, sont très agressifs et ne semblent pas vraiment agir comme des sortes de robots. D'abord, l'explication que ceci prendrait le joueur comme un endosquelette ne fait pas vraiment sens, car on peut en voir un dans l'arrière-salle, au milieu des costumes inutilisés.
et qu'on peut voir parfois Bonnie à côté de celui-ci sans qu'il n'agisse pour autant. Clairement, quelque chose d'autre meut ces mascottes. Et pour savoir ce que c'est, il faut utiliser ces easter eggs, où 4 articles de journaux apparaissent sur le mur de cette caméra. Ceux-ci peuvent être ordonnés de manière logique dans le temps et dépeignent un peu le passé trouble de cette franchise. Les 2 premiers parlent de la disparition de 5 enfants à Freddy's la nuit du 26 juin d'une année non précisée, attirés par un homme mal intentionné vers l'arrière-salle du restaurant, se déguisant avec un des costumes pour les appâter. L'homme en question aurait été arrêté par la police, menant la chute libre du restaurant en réputation, et s'est appuyé par le 3e article où on apprend que celui-ci est menacé de fermeture pour des raisons sanitaires. Des odeurs insoutenables sortant des mascottes auraient été signalées et la police aurait retrouvé des traces de sang et de mucus autour des yeux et des bouches des animatroniques. Cette mauvaise presse finira par amener à la prévue fermeture du restaurant à la fin de l'année. Alors déjà, cet événement des 5 enfants disparus, c'est un point très important du lore de FNAF. Il est régulièrement appelé le MCI, ou Missing Children Incident. Tout ce qu'on sait de plus sur cet événement, c'est qu'il serait arrivé plusieurs années avant les événements dépeints dans ce premier jeu, comme c'est indiqué juste ici. Je pense que vous aurez également fait le lien entre les 5 enfants disparus et les 4 animatroniques, ainsi que Golden Freddy. Tout le contexte semble nous indiquer que les corps des enfants disparus jamais retrouvés auraient été insérés de force dans les mascottes, ce qui expliquerait notamment l'odeur, le mucus et le sang. Ça semble nous indiquer également que l'esprit de ces enfants entrait les endosquelettes et plus généralement le restaurant, comme semble indiquer l'easter egg où les affiches du couloir montrent une image d'enfant qui pleure. Ceux-ci essaieraient de nous tuer car ils voient en nous un employé et que c'est un employé du restaurant qui les a tués. Ensuite, pour comprendre ce qu'est Golden Freddy concrètement, il faut se fier à un détail donné par PhoneGuy, où il nous conseille de faire le mort si on croise un animatronique. Il utilise le terme « go limp », c'est-à-dire de s'étaler lourdement comme un corps sans vie. Maybe they'll think that you're an empty costume instead. Donc, Golden Freddy est un costume vide, comme s'il avait été une mascotte utilisée à une époque, puis retirée après une tragédie peut-être. Et si on va sur l'écran de la Custom Night et qu'on écrit 1987 avec le niveau des IA, on obtient un screamer de Golden Freddy qui fait cracher le jeu. Donc peut-être que Golden Freddy serait un bon candidat pour le responsable de la morsure de 1987. Voilà le gros de l'histoire du jeu. C'est plein de petites incohérences, de trous, de trucs un peu invraisemblables, mais c'est quand même diablement efficace. Et ça, c'est que mon interprétation à moi. Parce que les gens sont allés beaucoup plus loin. Parce que oui, hein, les gens, ils voulaient toujours plus. Il y a eu 1000 théories sur la morsure de 1987. Il y a des gens sur Steam qui ont calculé que le jeu devrait se passer en 1993 en regardant la quantité d'argent qu'on gagne à la fin du jeu, en comparant avec le SMIC horaire aux US et le fait que ça ferait tomber le jeu sur un vendredi 13. Il y a eu des théories sur les hallucinations faisant apparaître le mot « It's me » sur l'écran, donc qui indiquerait qu'on serait peut-être responsable. Il y a eu des théories sur les rêves, des cauchemars, des purgatoires. Il y a eu des théories et spéculations sur chaque élément du jeu. Vous auriez dû voir ça à l'époque. C'était juste de plus en plus fort chaque semaine qui passait. MattPat de la chaîne Game Theory va faire sa première vidéo sur le sujet, liant un peu l'histoire du jeu à une vraie tragédie qui s'est passée, ce qui est en rétrospective d'être très mauvais goût en fait. Et sa vidéo va exploser également et faire se pencher des millions de gens sur l'histoire cachée du jeu et surtout démarrer un lien indissociable entre sa chaîne et la saga. Étant donné qu'à ce jour, plus d'une centaine de vidéos ont été postées sur les différentes chaînes appartenant à MattPat. Encore plus de youtubeurs vont jouer au jeu. Notamment lui. Alors j'ai découvert FNAF quand et comment, c'était grâce au site GameJolt. Voilà, je squattais dessus à l'époque. Tu sais, les youtubeurs de l'époque, ils chopaient plein de jeux sur ces sites-là. Plein de petits jeux gratuits justement à essayer. Il était mis en avant par le site. Et voilà, je téléchargé, je dis on va essayer. Et voilà. Lui, c'est Funky Fouine, la première personne en France qui a fait un let's play de Five Nights at Freddy's et qui est également devenu connu dans la communauté à l'époque pour ses vidéos théories sur le sujet. À l'époque, j'étais vraiment en plus à fond dans les jeux d'horreur et puis tout ça. Je trouvais le concept novateur. C'était un renouveau pour le point and click, un truc que j'avais encore jamais joué, tu vois, on va dire. Une espèce de point and click timé, on va dire, où il faut carrément que tu réagisses en conséquence de ce qui se passe, quoi. Tout le truc, j'ai trouvé tout de suite bien réussi, que ce soit l'ambiance, les sons, les images. Je l'ai interviewé pour cette vidéo et à des moments, quand je trouverai que c'est pertinent, je mettrai des éléments de cette interview. Il fait encore des vidéos sur YouTube, c'est du YouTube à l'ancienne, et il fait également du stream sur Twitch. Il y a également à cette période-là The Living Tombstone qui va sortir la première d'une série de musique basée sur l'univers de chaque jeu, des sortes d'ultimes bangers de mauvais goût dont les gens de ma génération connaissent les paroles absolument par cœur. Le phénomène était absolument démentiel. En France, on a pu assez peu l'expérimenter en comparaison. Mais FNAF, c'était là. Mais les US, et en vrai, c'était pas sûr de savoir si ça allait rester. Et comment ça se passait du côté de Scott Cawthon, le seul et unique développeur du jeu, inconnu au bataillon auparavant?
Bah pour l'instant, bah on savait pas. Le mec est très discret et même s'il montre beaucoup de gratitude envers les gens qui jouent à son jeu, celui-ci reste dans son coin. Et notre histoire va commencer à devenir beaucoup plus intéressante à partir de maintenant. Parce qu'à la surprise de quasiment tout le monde, le 13 septembre 2014, il y a eu un changement sur le site scottgames.com, le site du développeur du jeu, Scott Cawthon. Une image de Freddy tenant son chapeau. C'est étrange, c'est un autre modèle que le Freddy du premier jeu. Peut-être que c'est lié avec le gros 2 juste à côté là ? 2015, c'est ça. Ah, et qui va faire tous les FNAF, du coup il va faire le 1, là il a fait le 1, il va faire le 2, il va faire le 3 que j'ai pas fait, enfin que j'avais commencé à faire. Un mois seulement après la sortie du premier 4, jeu, donc la chambre. La suite était déjà annoncée et devait sortir pour l'année suivante. Ça sent bizarre, non ? Eh ben, pas mal de gens étaient d'accord avec ça. Même dans les fans du premier jeu, l'idée d'une annonce aussi rapide d'une suite ressemblait un peu, à une décision pécuniaire, pour faire le maximum de profit à partir de ce petit jeu. Peut-être pour pallier au manque de rejouabilité de celui-ci et le fait que les gens commençaient un peu à se lasser. Mais bon, ça sort dans 1 an, c'est pas non plus irréaliste comme deadline. Les gens vont remarquer que le modèle de Freddy avait l'air abîmé et remarquer le sous-titre « Grande réouverture » indiquant que le jeu serait une suite se passant plusieurs années après le premier. Et puis, 2 semaines après, nouvelle image sur le site. Cette fois-ci, on voit un modèle complètement détruit de Bonnie, mis à côté d'un modèle beaucoup plus poli et moderne, avec les phrases « quelque chose d'emprunté » et « quelque chose de neuf ». Pareil, réaction positive, mais avec un peu d'appréhension. Autant cet animatronique avait l'air plutôt flippant, ce nouveau modèle-là, par contre, a beaucoup divisé. Et si vous voulez mon avis, je trouve ce design un peu naze. Voilà, je suis pas fan, vraiment. Et encore une fois, à peine 9 jours passent avant la sortie d'une nouvelle image, montrant Foxy à côté d'une autre version de celui-ci, plus kid-friendly. Instantanément, les gens font le lien entre les images et imaginent qu'il y aura un nouveau cast d'animatronique avec une esthétique modernisée et plastique. Puis, quelques jours plus tard, il y eut cette image. Elle nous montre dans un nouveau bureau, portant un masque d'animatronique vide et éclairant une zone sombre dans laquelle se cache une version décrépite de Foxy. À peine la communauté a-t-elle eu le temps de spéculer sur comment pouvaient fonctionner ces mécaniques qu'on a déjà eu un trailer pour le jeu. Un trailer. Le jeu était censé sortir en 2015. Ça fait vraiment beaucoup de contenu promotionnel pour un jeu qui n'allait pas sortir avant au moins 2 mois. Et ce trailer, il était efficace pour l'époque. Il nous montrait des designs complètement détruits du cast originel, ainsi que des plans sur ces fameux nouveaux animatroniques dont on va reparler très vite, et surtout la présence d'une nouvelle map, plus grande, dans un restaurant redesigné, et l'étrange mention de l'absence de porte, nous mettant donc encore plus en danger. Le jeu est soumis à l'initiative Steam Greenlight, qui permettait à l'époque de faire accepter des jeux de petits développeurs sur Steam à partir d'un système de vote, et c'était notamment comme ça que le premier jeu avait réussi à se retrouver sur la plateforme, et la sortie de celui-ci est prévue pour le 25 décembre 2014. 2014 ? Donc le jeu est presque fini là, ça veut dire. Un peu plus de 2 mois après le premier jeu ? C'est long de faire un jeu normalement. Et à peine les gens ont le temps d'être hypés, de faire des théories ou d'être sceptiques. Nouvelle image sur le site de Scott, le 8 novembre. Une image complètement sombre avec juste une caméra et un panneau danger juste à côté. Et si on augmente la luminosité de l'image, on se trouve en face de cette marionnette flippante, dans une pièce très peu éclairée. Une démo du jeu sort sur Steam et... Attends. Le jeu est déjà sorti ? On n'en parle pas ? Le jeu est déjà sorti là ? À l'époque de la sortie de FNAF 2, j'avais 12 ans. J'étais pas bien malin, mais je savais déjà à 12 ans que 3 mois pour faire un jeu, c'est vraiment très très peu. Surtout qu'un jeu, faut le tester, il faut être sûr qu'il fonctionne, faut créer tous les assets de celui-ci. La décision de sortir FNAF 2 aussitôt, c'est une décision très curieuse. Là encore, je l'ai pas vu négativement, tu vois. J'ai dû quand même me poser un peu la question. Oula, attends, il sort son truc aussi vite. Est-ce que voilà, ça va pas être buggé ? Est-ce que c'est bien fini tout ça, quoi ? T'allumes YouTube et t'as je ne sais combien de miniatures de FNAF 2 et là, quoi. Pour chaque jeu à partir de maintenant, on va se poser 3 questions. Comment le jeu se joue pour un nouveau joueur ? Comment la communauté a réagi au jeu ? Et enfin, quelle histoire le jeu essaye de nous raconter ? Nice. Commençons par le début. Fut un temps, je détestais Five Nights at Freddy's 2. Tout commence au lancement de la première partie. Quand on lance le jeu, là, on est accueilli par un nouveau fan guy. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza.
qui était censé être mort dans le jeu précédent, ce qui est Du coup, bizarre. je pense qu'on va Celui-ci nous regarder explique jusqu'au qu'on est dans le 3, parce que nouveau j'avais et commencé, mais je amélioré me souviens restaurant Freddy Fazbear Pizza. Il nous demande d'oublier nous, toutes dans les le rumeurs 3. sur le précédent et nous présente les nouveaux animatroniques. Ceux-ci sont appelés les Toy Animatronics, les animatroniques jouets, et ils sont à l'effigie de Bonnie, Chica et Freddy. Ceux-ci sont plus modernes et réussis et possèdent un système de reconnaissance faciale lié à une base de Comment données il a fait pour criminelles sortir pour son reconnaître jeu d'éventuels rapidement prédateurs. Il Il se avait déplace déjà- la nuit et il avait t'attaque déjà car il pense que tu es un déjà endosquelette terminé nu les comme deux. dans le premier jeu. Mais comme on n'a pas de porte dans notre bureau, cette fois, on doit mettre un masque si jamais ils arrivent dans une des deux ventilations de notre bureau. Ce après quoi ils font un bruit indiquant leur départ. On a également à disposition une lampe torche qu'on peut utiliser pour éclairer le couloir en face de nous, ou alors éclairer les caméras. Et évidemment, celle-ci n'a pas une batterie illimitée. Alors, avant de parler un peu plus des mécaniques, parlons d'un truc important. Je trouve FNAF 2 pas très beau. Genre la première impression que j'ai eue à 12 ans, c'était que c'était rushé. Je trouve le look de l'endroit hyper faux. J'ai pas beaucoup d'autres mots. Le premier jeu possédait une atmosphère incroyable. Là, dès qu'on allume la lampe torche, ça devient pas très flippant quoi. Je trouve surtout que les Toy Animatronics ne font pas peur. Sur les caméras, j'ai juste l'impression de voir des jouets en plastique et ça m'inspire pas spécialement de l'horreur. Même Chica, qui perd son bec dès qu'elle quitte la scène, ne fait pas spécialement peur. C'est déjà plus intéressant comme design, mais on n'y est toujours pas. Le jeu possède beaucoup plus d'animatroniques que le premier. 10 en tout. Dès la deuxième nuit, on a accès à ce que la communauté a appelé les Withered Animatronics, au premier abord des versions décrépites des animatroniques du premier jeu, stockés dans une pièce appelée Parts and Services, où ils sont utilisés pour recycler des parties de leur système. Ceux-ci, lorsqu'ils entrent dans votre bureau, baissent votre caméra, et vous devez au plus vite mettre votre masque pour qu'ils s'en aillent. Si vous êtes ne serait-ce qu'un peu trop lent, ils vous sauteront dessus. Alors, on a plusieurs autres animatroniques qui ont eu des comportements légèrement uniques. Mangle, par exemple, la fameuse nouvelle version de Foxy, qui a été rapiécée par des enfants jouant avec, qui se repère à son son. Et qui, une fois dans votre bureau, aura un pourcentage de chance, chaque seconde, de vous tuer. Il y a également Foxy qui se trouvera toujours au fond du couloir juste en face de vous, et il faut l'éclairer pour le faire fuir, et ça devient particulièrement difficile à gérer dans les nuits les plus difficiles du jeu. Et enfin, on a Balloon Boy, ce truc-là avec des ballons dans cette caméra, qui parfois s'en ira pour essayer de se mettre dans le bureau, et qui vous retire votre lampe torche si vous échouez à cette mission. Il vous tue pas directement, certes, mais sans lampe torche, Foxy vous tue instantanément. Il y a aussi l'apparition lors de la 6ème nuit débloquée à la fin du jeu de Golden Freddy comme antagoniste qui a un fonctionnement légèrement différent du reste. Mais pour moi, pendant très longtemps, le problème de ce jeu tenait dans une seule et unique mécanique. Comme je vous l'ai dit, je trouve les caméras du jeu vraiment pas belles. Mais c'est pas trop un problème car je pense les avoir vues chacune à tout casser au moins 4 fois au cours de toutes mes parties de jeu. Le gameplay de FNAF 2 dans cet état-là peut facilement être joué sans utiliser les caméras car la plupart des événements qui peuvent te tuer ne peuvent se passer que quand ta caméra est activée. Donc du coup, pour te forcer à l'utiliser, Scott a rajouté la mécanique de la boîte à musique. Sur la cam 11, vous devez en tout temps maintenir cette jauge le plus haut possible. Sinon, une marionnette sort de cette boîte et vous tue. Donc, vous devez constamment rembobiner la boîte à musique, tout le temps, et cette jauge s'épuise très très vite au bout de 3-4 nuits. Donc vous n'utilisez plus jamais les caméras à partir de ce moment-là. Et le gameplay devient profondément répétitif visuellement. Mais aussi le jeu il devient assez injuste. Le jeu est rempli de variables aléatoires qui, dans les nuits les plus dures, garantissent à un joueur ne connaissant pas le fonctionnement profond du jeu de mourir instantanément. Les seuls défis qui restent finalement, c'est des trucs qui dépendent de la chance plus que du skill finalement. Et ça, je vais pas aller en détail, mais le jeu peut vraiment devenir frustrant. Il est devenu imbuvable pour moi le jeu maintenant. J'en peux plus. Il m'a saoulé. En vrai, là, on dirait que je déteste ce jeu en m'entendant. Mais ce dont je vous parle ici, c'est de mes premières impressions. J'étais persuadé que j'allais détester ce jeu en y rejouant. Mais en vrai, il fait beaucoup de choses très très bien. D'abord, niveau visuel, comme j'ai dit, c'est pas trop ça. Les jumpscares sont significativement moins travaillés, le restaurant fait cheap, et quand Mangle apparaît sur une caméra sous la forme d'un PNG collé à l'image, ça devient particulièrement laid. Le jeu en général respire le travail un poil rushé, mais il y a quand même des designs que je trouve très efficaces. Je trouve l'idée de Mangle plutôt sympa. Withered Chica est vraiment cauchemardesque, pareil pour Withered Bonnie. La marionnette dans ses quelques rendus 3D est plutôt badante, bref, niveau chara-design, c'est pas du réchauffé. Il y a plein de nouvelles idées, bien que pour certains, ce soit assez mal fichu à mon humble avis. Ensuite, d'un point de vue gameplay, certes, les caméras servent à rien et le jeu est profondément injuste, mais c'est également un des gameplays les plus nerveux et dynamiques de la saga. Déjà, avec ce jeu, on s'éloigne de l'horreur du premier jeu pour surtout créer une
une expérience de stress très efficace. Quand tu connais mal le jeu, tu es vraiment très très tendu et c'est étonnamment plutôt dynamique et fun à jouer dans les niveaux les plus difficiles. Ça a amené quelque part un autre style de peur. Du coup, t'étais vraiment dans le stress de faut faire ci, faut faire ça, faut un machin, faut bidule, plus que le 1 en tout cas. Maintenant, en ce qui concerne l'audio du jeu, j'ai d'abord trouvé ça beaucoup moins immersif. Mais en y réfléchissant, il se passe tellement de choses dans le jeu que c'était important que l'atmosphère ne soit pas parasitée constamment. Néanmoins, malgré ses limitations au niveau de l'atmosphère, le jeu garde un sound design qui est parmi les plus iconiques de la saga. Il y a aucun jeu dans la saga qui sonne vraiment comme FNAF 2. Certains sons sont devenus iconiques, comme le bruit de radio qui émane de Mangle, le bruit des ventilations qui vont dans tous les sens, le bruit de la music box qui est vraiment stressante et qui est là juste pour fatiguer ton oreille, ou encore ce son. Ce son qui maintenant est devenu un mème, c'est le son qui se joue lorsqu'un animatronique est présent juste en face de vous, ou en général quand vous êtes en danger. Je le trouve en jeu assez marquant et assez subtil pour qu'on ne le remarque pas, mais qu'il ait quand même un effet sur notre psyché. Et surtout, le jeu s'amuse de plus en plus avec son histoire. Rien que la première fois où le jeu est lancé, plutôt que d'avoir un écran titre, tu te retrouves en face de ça. Une cinématique semi-interactive dans le restaurant du premier jeu, avec un masque de Freddy sur la tête à côté de Bonnie et Chica. Et ils vont te regarder après. L'idée est terriblement efficace et c'est extrêmement marquant pour un premier joueur. Ce genre de cinématiques mini-jeux reviennent régulièrement au cours de la semaine fictive du jeu avant plusieurs nuits clés de l'histoire. Mais c'est pas ces mini-jeux en particulier qui sont connus. Imaginez-vous en train de jouer une partie de FNAF 2 classique et mourir car vous avez laissé Balloon Boy entrer dans votre bureau. Et à ce moment-là, jumpscare. Et au lieu de revenir à l'écran d'accueil, il se passe ça. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Vous vous retrouvez dans une sorte de mini-jeu angoissant, au graphisme rappelant le système d'exploitation MS-DOS. En fond, vous pouvez entendre une voix distordue épeler des lettres. Vous vous déplacez dans un restaurant Freddy Fazbear où des cadavres semblent avoir été éparpillés dans certaines pièces. Et au bout d'un moment, vous finissez par mourir sans explication. Il existe plusieurs mini-jeux de ce type et ils sont une excellente addition au jeu. Parce qu'ils ajoutent du lore très intéressant, que d'un point de vue visuel ils sont extrêmement marquants et aussi car ils jouent sur une des forces de ce jeu. Le jeu est rempli à ras-bord de détails extrêmement rares. Par exemple, vous avez une chance sur 16 384 que cette figure de Toy Bonnie obscure, appelée Shadow Bonnie, apparaisse dans votre bureau. Celui-ci ne fait rien à part cracher votre jeu au bout de 4 secondes. Alors j'ai oublié de le préciser à ce moment-là, mais Shadow Bonnie c'est un nom qui a été donné par la communauté. Parce que le vrai nom de ce truc c'est RWQFSFASXC. Donc vous comprenez pourquoi j'ai décidé de l'appeler Shadow Bonnie. Pareil, sur cette caméra, vous avez une chance sur 10, si aucun animatronique n'est dans la pièce, que le surnommé Shadow Freddy apparaisse. Et ça m'est déjà arrivé d'en voir ce genre d'événement, alors que c'est très rare. Genre par exemple, il m'est arrivé alors que j'allais me faire tuer par la marionnette, de voir cet endosquelette en face de la boîte à musique. Il y a des tonnes de détails de ce type qui sont parsemés dans le jeu, qui lui donnent un peu plus de profondeur, mais également, ces détails n'existent pas forcément pour que le joueur lambda les remarque, mais ils existent pour qu'une rare personne tombant dessus le partage. Ça crée de la discussion et surtout, ça crée des mythes et des rumeurs. Un truc un peu dommage avec l'apparition d'Internet et la démocratisation des méthodes pour décompiler les jeux, c'est que les jeux n'ont presque plus de rumeurs, sauf avec de rares exceptions comme les jeux Rockstar Games ou certains jeux comme Minecraft. FNAF possède depuis le premier jeu des tonnes de rumeurs parce que le design du jeu et la rareté de certains événements amènent naturellement à de la spéculation. Par exemple, dans le premier jeu, il y avait des rumeurs liées à l'existence d'un 6e animatronique, Sparky the Dog, Sparky le chien, qui pouvait apparaître dans l'arrière-salle. Et le truc, c'est que beaucoup de gens y ont cru, jusqu'à ce que les créateurs de ce hoax, les dénommés Cody Haber et Newen, révèlent qu'il s'agissait d'un photomontage. Il y avait également des canulars sur le fait que mettre 0666 dans la Custom Night permettait de voir la caméra de la cuisine. Il y a eu plein de trucs absurdes et FNAF 2 est un des jeux qui en a le plus bénéficié. Et c'est un bon moyen de faire une transition vers la question de la réception du jeu par sa communauté. Ce jeu a très bien marché et c'est à ce moment-là pour la plupart des gens que le truc a vraiment explosé. C'était plus une mode passagère. Là, FNAF était là et c'était pour rester. La communauté autour du jeu était plus forte que jamais. La multiplication des animatroniques, on a quand même doublé la quantité, je vous rappelle, a permis d'attirer différents autres joueurs en jouant sur des esthétiques différentes. Le gameplay était beaucoup plus nerveux, ce qui avait tendance à provoquer des réactions encore plus fortes chez les let's players. Oh God, I thought I was quick enough.
Et surtout, le jeu avait une histoire beaucoup plus claire. Les vidéos de Game Theory sur le jeu ont énormément impacté le public, rendant son lore indissociable de son attrait. Au point que la musique de Living Tombstone sur le jeu s'inspire directement du lore raconté à travers les mini-jeux de Game Over, jusque dans le style de son clip et dans ses paroles. Il y a eu à cette période-là l'arrivée des premiers youtubeurs entièrement dédiés à FNAF. Par exemple, l'un peu oublié Smike et le légendaire Doko, qui encore aujourd'hui dédie quasiment l'intégralité de son contenu à ses jeux et à ses fangames. En ce qui concerne les fangames, on va pas trop en parler dans cette vidéo, mais c'est un game qui a toujours été extrêmement présent. Dès le premier jeu, il y a eu une scène de jeu de fans brillants et aussi moins brillants qui a commencé à pulluler sur GameJolt et Itch.io. Et le truc cool, c'est que Scott Cawthon, cet engouement de la communauté, il n'a rien fait d'autre que de l'encourager. Que ce soit à travers des commentaires sur des vidéos de gens jouant au jeu, en interagissant avec sa communauté sur Steam, mais surtout en autorisant l'intégralité du contenu dérivé, ou du moins en ne l'interdisant jamais. Il y a notamment eu des additions au jeu qui viennent uniquement de la communauté. Par exemple, Golden Freddy dans le premier jeu n'avait pas de nom, mais était nommé dans les fichiers du jeu Yellow Bear ou Ours Jaune. Et comme toute la communauté a décidé d'appeler celui-ci Golden Freddy, après que Markiplier l'ait appelé ainsi dans le titre d'une de ses vidéos, Scott Cawthon a décidé de le renommer comme ça dans la Custom Night de FNAF 2, comme pour montrer qu'il était à l'écoute des gens. Tout ça va contribuer à donner une excellente image à ce développeur sur Internet. Ça c'est vraiment cool. Mais également, ce jeu a quand même souffert Internet. Qu'est-ce qu'il a caché? Les foreshadowing et un anglicisme qui pourrait se traduire par présage ou préfiguration. Il s'agit d'une série d'indices disséminés par l'auteur pour annoncer un événement à venir dans la suite de l'histoire. En gros, c'est un spoiler caché ou au sein du même récit, quoi. Et alors, c'est quoi le rapport? Mais également, ce jeu a quand même souffert de critiques. Globalement, la critique pro était plutôt moyenne, et c'est la première fois qu'il y a eu une scission entre les fans de la licence et le grand public. La plupart des gens voyaient ce jeu d'un mauvais œil, trouvaient qu'il s'agissait d'un jeu au style beaucoup moins adulte que le premier, et commençaient à voir la communauté du jeu comme un attroupement d'enfants adulant un jeu bâclé à la va-vite en 3 mois. Aucun des deux groupes n'a vraiment raison. Je trouve FNAF 2 bancal, mais intéressant. Je trouve l'idée de l'avoir sorti aussi vite dommageable pour le jeu, mais en même temps c'est un coup de génie parce que ça a permis de faire perdurer le nom de la licence pendant des années. Et j'ai l'impression que globalement, la plupart des gens qui adulent ce jeu aveuglement et la plupart des gens qui le détestent viscéralement n'ont probablement pas joué au jeu plus de 10 minutes. C'est un jeu intéressant, c'est un peu tout ce que je peux dire. Et maintenant, on se repose à nouveau la question, quelle histoire est-ce que ce jeu essaye de nous raconter ? Cette fois-ci, cette question elle est beaucoup plus compliquée et surtout plus confuse. Mais déjà à l'époque, les gens avaient l'impression que ces ajouts étaient là pour nous faire nous poser plus de questions, pas pour répondre à celles qui étaient déjà présentes. Alors, premier élément important, le jeu n'est pas une suite. Il s'appelle FNAF 2, mais il est admis par tout le monde qu'il s'agit d'un préquel. Et donc toutes ces histoires de grandes réouvertures, d'animatroniques détruits provenant du premier jeu, etc., tout ça, c'est uniquement une énorme subversion des attentes. C'est donc pour ça que les Withered Animatronics n'ont pas exactement le look des premiers jeux. Ils sont vraiment différents. Ils viennent d'un restaurant bien avant dans la timeline. Le jeu se passe en fait, comme le montre l'échec quand on gagne les nuits 5 et 6, en novembre 1987, soit la même année que la fameuse morsure de 1987. Donc pour faire sens un peu de la timeline des jeux, on va écouter ce que nous dit FunGuy au cours de la semaine. D'abord, on apprend que ce restaurant réouvre après des controverses et des rumeurs que la compagnie visiblement essaye de passer le maximum sous silence. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while. On connaît donc pour l'instant 3 restaurants Freddy's dans l'histoire. Celui avant FNAF 2, celui de FNAF 2 et celui du premier jeu. Au cours des nuits, FunGuy, comme dans le premier jeu, donne des indices aux joueurs sur le gameplay. Mais il donne aussi 2-3 informations. Il dit de Foxy que c'est son animatronique favori et dit par contre qu'il n'aime pas la marionnette, car selon lui, elle est toujours en train de penser. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking. And it can go anywhere. Au bout de la nuit 4, on apprend qu'il y a une enquête qui a été lancée visant le restaurant et qu'il risque de fermer pendant quelques jours. I want to emphasize though that it's really just a precaution. Fazbear Entertainment denies any wrongdoing. These things happen sometimes. On apprend également que depuis cette enquête, les Toy Animatronics agissent étrangement avec les adultes. Quand ils sont en contact avec des enfants, ils sont parfaitement normaux. Mais pour les adultes, They just stare. La nuit 5, on apprend un peu plus à propos de cette enquête. Cette nuit-là, le bâtiment est en quarantaine. Personne n'a le droit d'entrer et ce serait lié à un précédent employé de la firme. On apprend également qu'à la fin de cette nuit-là, il nous sera offert une position en tant qu'employé pendant la journée car
available. On apprend également qu'il y a très longtemps, le restaurant ne s'appelait pas Freddy Fazbear Pizza, mais Fredbear Family Diner, et que le gérant de cette chaîne de restaurants est maintenant impossible à contacter. Avant de vous parler de la nuit 6 et de l'appel de Phone Guy de cette nuit-là, on va revenir sur quelques petits détails. Parlons d'abord des mini-jeux de Game Over. Il y en a en tout 4. Le premier, Take Cake to the Children, vous fait jouer Freddy dans un minuscule restaurant, devant donner du gâteau à des enfants lorsque ceux-ci sont énervés. À l'extérieur, on voit un enfant pleurer, puis une scène se joue où une voiture s'arrête à côté de l'enfant. Un étrange homme de couleur violette sort de celle-ci et l'assassine. Pendant ce temps-là, notre personnage ralentit considérablement jusqu'à ne plus bouger. Le tout se termine avec un jumpscare de la marionnette. Pendant tout le mini-jeu, une voix épelle des lettres disant « Save him ». Sauvez-lui. Sauve-le. Le deuxième mini-jeu s'appelle Foxy Go 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 et vous fait jouer Foxy sortant de sa baie des pirates pour aller voir 5 enfants dans une pièce adjacente. L'action est répétée 3 fois, sauf que la 3e fois, on peut voir à nouveau cet homme en violet souriant. Dans la pièce à côté, les 5 enfants sont maintenant décédés. Dans le 3e mini-jeu, vous contrôlez la marionnette devant donner des cadeaux à 4 enfants morts. Une fois fait, vous devez maintenant littéralement donner vie à ceux-ci. Accomplir cette action mettra un masque de Freddy, Bonnie, Foxy et Chica aux enfants. Et au moment de donner la dernière vie, pendant une seule frame, on peut voir un 5e enfant au centre de l'image, suivi d'un jumpscare de Golden Freddy, probablement l'animatronique possédé par ce 5e esprit. Cette fois-ci, la voix qu'on peut entendre en fond, déformée, épelle la phrase « Help them », aide-les. Et enfin, le 4e mini-jeu est le plus intéressant des 4. Cette fois-ci, on joue Freddy, se baladant dans un restaurant jonché de cadavres. 5 cadavres exactement. Et le restaurant dans lequel on est n'est pas anodin. C'est exactement le schéma du restaurant du jeu, avec dans chaque pièce les bons animatroniques, au bon endroit. Vous avez une chance sur 100 lorsque vous jouez à ce mini-jeu que lorsque vous franchissez une porte, ceci se passe. Quoi ? C'est donc encore cet homme en violet à l'origine de ce massacre. En fond, la voix fait résonner un simple message « Save them », sauve-les. Or, un message répond à celui-ci lorsqu'on meurt dans ce mini-jeu. You can't. Sauve-les. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Ok, donc reconstruisons la timeline. Le premier mini-jeu, selon beaucoup de théories de l'époque, se passe dans un restaurant Fredbear Family Diner, car celui-ci est beaucoup plus petit. Il nous montre le premier meurtre de la saga sur un enfant, dont le fantôme possédera plus tard la marionnette, comme le montre le jumpscare qui arrive juste après. Ensuite, on était au courant grâce au premier jeu qu'il y avait eu un événement où 5 enfants avaient été portés disparus dans un restaurant Freddy's. Or, ici, on a 2 incidents différents où 5 enfants meurent. Et ces 2 événements sont clairement 2 moments différents. Le premier, le Missing Children Incident, décrit par le premier jeu et montré par le mini-jeu Foxy Go Go Go, car on y voit, comme disait cet article, un homme qui emprisonne 5 enfants dans une arrière-salle. Cet incident, se passant dans le restaurant de FNAF 2, est un autre événement, car ici les enfants ne sont pas disparus, mais bien tous morts et éparpillés dans plusieurs pièces. C'est donc pour ça qu'à partir de la nuit 4, comme nous le dit Phone Guy, les nouveaux animatroniques changent et deviennent plus hostiles envers les adultes. They just stare. Ceux-ci sont maintenant possédés et veulent se venger de l'employé qui les a tués. Or, on est la seule personne dans le bâtiment qui ressemble à un employé. Et tout ça, c'est prouvé par l'appel de la nuit 6, qui est, je trouve, un des plus flippants de la série. Quand vous commencez la nuit 6, Phone Guy vous dit ça. What on earth are you doing there? Didn't you get the memo? The place is closed down, at least for a while. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. Quelqu'un a utilisé un costume jaune, peut-être celui de Golden Freddy, et depuis, tous les animatroniques dysfonctionnent. On comprend donc que les victimes de la tuerie dans le restaurant, appelé le DCI, ou l'incident des enfants morts, sont morts durant la semaine qui est montrée dans le jeu, et qu'il s'agit du même tueur que la première tuerie, ce fameux Purple Guy, dont l'identité est secrète, mais qui semble être, de par certains commentaires du Phone Guy, un employé du restaurant durant la journée. Et la marionnette semble avoir le pouvoir de donner vie aux animatroniques, en permettant à des esprits de prendre possession de ceux-ci, comme c'est montré dans ce mini-jeu. Les Withered Animatronics sont donc hantés par les esprits de l'incident des enfants disparus. Les Toy Animatronics sont hantés par les esprits des enfants tués. Et la marionnette est hantée par la première victime de la chronologie. C'est difficile à résumer vite tout ça, hein. Je pense que vous vous en rendez compte. C'est même un peu confus, j'espère que je vous perds pas. Maintenant, il y a plusieurs autres questions vis-à-vis du lore qui apparaissent naturellement. Qui est ce fameux tueur qui, au cours de plusieurs décennies, a assassiné pour des raisons inconnues 11 enfants? Cet individu schématisé en violet qui a été renommé Purple Guy par la communauté assez vite, qui peut-il bien être? Et bien à ce moment-là, on ne sait pas. Ça n'a pas empêché les gens d'y réfléchir longtemps. Les vidéos théories sur FNAF, à ce moment-là, c'est devenu un sous-genre de vidéo à part entière. Et si bien évidemment MatPat de Game Theory s'est penché sur le jeu avec ses fameuses vidéos qui ont fait des dizaines de millions de vues, c'était pas le seul.
Purple Guy est le fun guy, le Purple Guy c'est le joueur, le Purple Guy c'est Golden Freddy, il y a eu 1000 théories différentes, des rumeurs, de la spéculation. Et en France, on n'en a pas eu beaucoup quoi. Il a fallu attendre un petit moment avant qu'on se penche vraiment sur l'histoire. Mais à part Funky Fouine, il n'y avait pas grand monde qui faisait des vidéos sur les théories sur FNAF quoi. L'histoire des jeux FNAF et Funky Fouine, il n'y avait pas grand monde. Lui aussi. Gonna Benj. Qui faisait des vidéos sur les théories sur FNAF quoi. L'histoire des jeux FNAF est remarquable, non pas pour sa qualité, ça va devenir assez évident par la suite, mais plutôt pour la manière dont elle est racontée. Ça, c'était du jamais vu. Faire des théories sur les détails d'un jeu pour essayer d'en percer son lore, c'est loin d'être quelque chose de nouveau. Par contre, le pari de FNAF, c'était de créer un jeu où l'histoire est racontée exclusivement comme ça, par des énigmes, des puzzles, des détails qui forment un tableau parsemé de trous que chacun peut combler en prenant des éléments qui, eux, leur ont parlé. Ça crée un jeu qui reste en tête, une histoire avec des mystères qu'on cherche à résoudre et un truc qui se propage facilement sur internet. Quelques semaines passent et encore une fois, toute la communauté a pressé très vite le jeu comme un citron. Le jeu a été fini par tout le monde, il a fallu très peu de temps pour que quelqu'un gagne le mode 10-20, le mode de jeu le plus difficile, qui est infiniment plus dur que celui du premier jeu. Apparemment c'est un cauchemar et c'est profondément basé sur de la chance. Et donc naturellement la question va se poser très vite. Est-ce qu'il va y avoir un troisième jeu ? Sauf qu'en vrai là je mens. La question, elle s'est pas posée du tout, en fait. C'est sûr, hein. La réponse avait été donnée 3 jours seulement après la sortie du jeu, quand Scott avait changé son site en mettant cette image avec écrit « offline ». Augmenter la luminosité de l'image révélait la présence d'un message caché « Until next time », hors ligne, jusqu'à la prochaine fois. Moins d'un mois après, le 6 décembre, l'image est encore une fois changée, mais cette fois-ci pour cacher en surbrillance un énorme 3. C'est définitif, FNAF 3 allait exister, sauf que cette fois-ci, au contraire des teasers du deuxième jeu, les gens étaient beaucoup plus présents pour faire monter la hype. La première fois, ça avait été un tout petit peu passé à la trappe en comparaison avec ce qui va se passer après. C'était vraiment seulement pour les fans hardcore, ceux de la première heure. Mais cette fois-ci, la campagne de teaser était grandement suivie et relayée directement par des tonnes de youtubeurs dès que le moindre chose changeait sur le site. Un mois après, premier vrai teaser du jeu, une image d'un animatronique tapis dans l'ombre et la phrase « Je suis toujours là ». Les gens vont se rendre compte assez vite qu'il s'agissait d'un nouvel animatronique. Il ressemblait à Golden Freddy, peut-être à une version dorée de Bonnie. Des gens vont faire des montages pour essayer de mieux comprendre de quoi il s'agissait. Mais un truc est sûr, l'animatronique était vieux et moisi. Le jeu devait se passer dans un restaurant inactif, et ce depuis des années. 2 semaines après, nouvelle image. Cette fois-ci, une boîte avec de nombreuses pièces détachées provenant du restaurant de FNAF 2, en dessous d'un énorme 3 illuminé d'un spot lumineux. Si on augmente la luminosité, on voit un peu mieux le nouvel animatronique dans la pénombre. Le design semble plaire aux gens et la communauté commence à renommer cet animatronique Salvage, ou récupération en français, pensant qu'il s'agirait d'un agglomérat de plusieurs pièces récupérées sur plein d'autres animatroniques au cours de la série. Le 26 janvier, pour rappel on est 2 mois après la sortie du précédent jeu, 2 mois, Scott sort un trailer sur YouTube. Frérot, mais wesh. Ralenti. Le trailer montre d'abord un mur du restaurant du premier jeu, complètement décrépit. En fond, des phrases défilent. Il reviendra. Il revient toujours. On a un endroit pour lui. Un plan sur les animatroniques du premier jeu, d'un plan sur le nouvel animatronique. Un lapin vaguement jaunâtre, complètement déglingué. Le design est différent, mais franchement plutôt pas mal, mais c'est un peu bizarre que tout le marketing soit focalisé sur un seul animatronique quand même, non ? Sur le site de Scott, on peut trouver une image, la phrase « He always does » venant du trailer, mais cette fois-ci écrite en violet, indiquant que ce nouvel animatronique aurait un lien, voire contiendrait le meurtrier de la saga, Purple Guy. Le jeu est soumis sur la plateforme Steam Greenlight encore une fois, et cette fois-ci on a le droit à un synopsis pour le jeu. Le jeu se passe 30 ans après la fermeture du restaurant du premier jeu. Depuis, les controverses autour de la chaîne de restaurants se sont transformées en rumeurs et en légendes urbaines sur lesquelles les gérants de la nouvelle entreprise Fazbear Frights vont essayer de capitaliser. Le jeu se passerait donc dans une sorte d'attraction de maison hantée basée sur les horreurs qui se seraient vraiment passées dans l'univers dans les restaurants Freddy's. Le synopsis continue en disant que les gérants ont cherché des objets authentiques sans vraiment de succès jusqu'à ce qu'ils arrivent à déterrer un vrai animatronique. Alors le synopsis a plu aux gens, mais il y avait quand même des réserves. Il y aura qu'un seul animatronique ? Genre, c'est tout ? Et encore une fois, ça sort quand même un peu vite les jeux. 5 jours après, nouvelle image, on voit la map des caméras avec d'étranges traits qui apparaissent quand on augmente la luminosité, peut-être des ventilations. Quelques jours après, le jeu est annulé, à cause d'un piratage qui a fait fuiter le jeu. Sauf que c'est une blague. Et Scott sort donc un troll game qui est en fait un reskin d'un vieux jeu qu'il avait créé il y a longtemps, d'où vient d'ailleurs sa photo de profil. En vrai, c'est plutôt drôle comme idée, hein, et ça a plutôt bien marché avec sa communauté.
Attends, il avait fait des jeux avant Five Nights at Freddy? Quelques temps après, Scott poste un teaser dans l'onglet d'annonce de son projet sur Steam, un post expliquant que la bêta test du jeu a été efficace et que le jeu semblait plus ou moins prêt. Les gens vont remarquer que certaines lettres du message étaient doublées, et si on les isole, on obtient la phrase « Mon nom est Springtrap », révélant le nom du nouvel animatronique. Le 1er et 2e mars 2015, on a le droit à 2 nouvelles images sur le site de Scott. D'abord un Balloon Boy avec des textures pas très belle je trouve, à côté d'un énorme 10, et ensuite une image avec 2 modèles de Chica et Foxy dans un style similaire et la phrase « Tout est dans ta tête ». Encore une fois, ces modèles vont un peu diviser quand même. Il y aurait donc plus qu'un seul animatronique dans le jeu, mais ça c'est juste les mêmes modèles que les jeux précédents, avec juste une petite texture différente. Beaucoup de gens par contre ont interprété le 10 sur l'image de Balloon Boy comme un décompte qui annoncerait la sortie du jeu 10 jours après cette image. Ça collerait bien avec le fait que Scott avait partagé la démo du jeu à plusieurs youtubeurs à ce moment-là. Toi, t'as reçu du coup la démo en avance. C'est ça. Sauf que c'était pas le cas. Car le jeu est sorti le lendemain. Je préviens à l'avance, je suis pas très fan de FNAF 3. Et en vrai, ça, c'est une opinion qui a persisté au cours du temps. FNAF 3, c'est un des jeux les plus mal aimés de la série. Personnellement, je comprends pourquoi le jeu est comme il est. Mais avant de vous expliquer pourquoi, et d'enfin arriver au cœur même de ma vidéo, on va parler un peu du jeu et de comment il a été perçu à l'époque. D'abord, il faut remettre en perspective à quel point ce jeu était hypé. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il avait été annoncé et qu'il avait été répété plusieurs fois que ce serait le dernier jeu de la saga. C'était censé être l'apothéose de la série et la conclure d'une manière définitive. L'attente autour du jeu était dantesque. Il se devait d'être un jeu terrifiant qui saurait conclure la saga et de la meilleure des manières. Quand on lance le jeu pour la première fois, on est accueilli par une ambiance plus numérique, digitale. Je sais pas comment le dire autrement, le feeling du jeu rien que sur l'écran titre est assez différent. Et quand on lance le jeu, on est accueilli par, encore une fois, pas Fun Guy en fait. Car il est techniquement mort dans le lore. Le jeu se passe autour de genre 2023, donc à la place on a Phone Dude, doublé par la même personne, c'est-à-dire Scott, qui fait un accent de surfeur. Hey, glad you came back for another night. I promise it'll be a lot more interesting this time. Celui-ci nous explique qu'on est donc dans une attraction de maison hantée qui ouvre dans une semaine, et que lorsque celle-ci ouvrira, on fera partie de l'attraction elle-même en tant que gardien de nuit, permettant donc de faire 2 travails en un, étant donné que les gardiens de nuit ont une place importante dans l'histoire des restaurants Freddy's. Il nous parle pendant un moment du fait que le lieu cherche activement des reliques venant d'anciens restaurants et qu'il ne tombe sur rien de particulier, à part une piste sur laquelle ils sont depuis quelques temps. Et après ça, il explique un peu comment marche notre bureau. On a 2 différents écrans qu'on peut activer ou non, chacun individuellement. Il y a un écran avec des caméras du lieu, mais aussi les caméras des ventilations qu'on peut sceller en faisant un double clic. Et il y a également une fonctionnalité J'ai coupé mon micro comme un con. Et comme je disais, je vais pas. J'ai peur de me faire spoil sur Security Breach et les autres qui vont avancer au cours de la vidéo. Le 3, je l'avais commencé et tout, donc en vrai, bon, je me souviens même plus du gameplay là, juste là, ça me remémore. Mais du coup, ce que je voulais dire, je sais pas si je vais continuer à regarder. En tout cas, c'est la première partie qui va se terminer là. Peut-être qu'on va regarder le 3. Mais je sais pas. Attends, il va forcément parler du 4. Il va forcément parler avec la chambre et tout. Après, il va parler des autres. Il va parler Security Breach, j'imagine. Je crois, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, c'est la partie 1, les mecs. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne secondaire. De toute façon, il y a la chaîne principale, le Noël Blade, il y a des vidéos, il y a du montage, il y a des shorts, il y a du live, il y a plein de trucs sur le multigaming. Donc voilà. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et là, je fais arrêter l'enregistrement.